Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. L'investissement immobilier monothématique se renouvelle. Il y a encore peu de temps, on parlait d'immobilier commercial, d'immobilier de bureau ou d'immobilier résidentiel, par exemple. Toutefois, de nouvelles façons de concevoir les actifs immobiliers et donc d'investir font leur chemin et font la preuve de leur potentiel. Avec nous pour en parler, Pierre Mattei, président et cofondateur de Keysrime, société française de gestion de portefeuille immobilier qui concentre sa stratégie d'investissement sur les nouveaux usages. Pierre Mattei, bonjour. Bonjour. Si je vous dis territoire, mixité d'usage, exploitation, que me répondez-vous en quelques mots ? Alors je répondrai immobilier d'avenir et immobilier d'usage, puisque concrètement aujourd'hui on a assisté à des changements assez forts dans l'immobilier. On est passé sur un sous-jacent maintenant qui s'intéresse à l'usage, à l'utilisateur final. Le meilleur exemple peut-être en France, c'est la métropolisation. Et donc on a assisté au développement de nouvelles zones qui ont pris en compte cette mixité avec la création de nouveaux quartiers qui étaient à la fois des lieux de vie pour des habitants résidentiels, des lieux de bureaux, des lieux de commerce, et ainsi de suite. Donc cette notion de mixité, elle s'est inscrite dans l'urbanisme nouveau de la France et donc elle est au cœur de nos problématiques en tant qu'investisseur. Alors vous m'avez parlé d'avenir, mais j'avais cru comprendre aussi que chez vous, il y avait question de conviction. C'est une conviction de longue date, puisque depuis le premier jour, on s'est intéressé à ce sous-jacent immobilier par le prisme de la consommation. On a été très surpris quand on est arrivé sur ce marché de se rendre compte que l'immobilier ne s'intéressait peu au client final. Et donc c'est vrai que depuis le premier jour, on s'est intéressé dans le développement de nos thèses d'investissement à mettre le consommateur au cœur de notre produit. On a parlé de mixité d'usage. On voit que le secteur immobilier fonctionne encore beaucoup par silos. On parle de bureaux, de commerce, de résidentiel. Vous mettez la mixité d'usage au cœur de votre réflexion et aussi de votre stratégie de développement de produits d'investissement. Pourriez-vous me dire en quoi et pourquoi cette notion de mixité d'usage devrait ou pourrait utilement désormais être prise en compte par les investisseurs ? Alors vous avez raison de parler déjà de la notion de silo. C'est que jusqu'à présent, vous aviez des quartiers qui étaient dédiés au bureau, des quartiers qui étaient dédiés au résidentiel, des quartiers qui étaient dédiés au commerce. Donc on le voit aujourd'hui dans notre quotidien, le transport, c'est une problématique et on n'a plus du tout envie d'aller dans un lieu pour travailler. Le télétravail renforce ce point. On n'a plus du tout envie d'aller prendre sa voiture pour aller consommer, ainsi de suite. Donc du coup, cette notion de silo, elle est un peu en train d'exploser et d'être mise en question. Nous, en termes d'investissement, ce qui nous intéresse effectivement, c'est des quartiers où on trouve toutes les fonctionnalités et donc où la qualité de l'usage est au centre du ressenti du consommateur. Donc ça, c'est vraiment un point important pour nous. Vous parliez de cette notion de silo qui est en train de se déprécier. Est-ce qu'il y a de ce fait une dépréciation des actifs immobiliers ? Clairement, aujourd'hui, il y a une dépréciation des actifs qui sont dans des zones monothématiques. Donc la zone, le parc d'activités traditionnelles qu'on a pu voir se développer dans les années 70-80 qui correspondait très clairement à l'urbanisme linéaire. Donc on étendait la ville et on le fait depuis plus de 100 ans. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Et donc ce qu'on voit d'ailleurs, c'est le redéveloppement de ces zones qui introduisent de la mixité, donc de l'immobilier de bureau transformé en logement, de l'immobilier d'activité commerciale qui est détruit pour faire des sujets de nouveaux usages type hôtelier ou autres. Donc il y a clairement un changement qui est en cours et une dépréciation de la valeur des actifs qui n'ont pas su muter. Et le consommateur devient de plus en plus conscient de cette entrée de la mixité d'usage dans sa vie. Elle est de plus en plus visible d'ailleurs autour de nous. Mais j'aimerais quand même qu'on leur donne un exemple. Alors, si vous le voulez bien, on va prendre celui de l'abbaye des Vaux-de-Cernay. C'est un lieu que vous êtes en train de travailler. Et je pense que ce sera un très bel exemple justement de cette mixité. Ouais, c'est un actif emblématique puisque l'idée, c'est aussi de capitaliser sur une architecture remarquable. Ça aussi, ça a été un pan, on va dire, pauvre de l'immobilier pendant quelques années. Ce site, c'est une abbaye qui a plus de 300 ans, qui a été exploitée comme une maison secondaire par une grande famille française, ensuite comme un hôtel, mais un hôtel monothématique, on va dire, destiné aux entreprises pour leurs événements. Nous, ce qu'on a choisi... On le voit beaucoup, ça, d'ailleurs, en France. C'est le monde d'hier. Tout à fait. Nous, ce qui nous a intéressés, c'est de recréer un lieu de vie, de sublimer l'architecture en place en la rénovant, et dedans, d'aller créer un lieu qui s'adresse à différentes populations, différentes typologies de personnes,
Donc le lieu va vivre différemment le lundi du samedi et va s'adresser un jour au corporate, donc à des entreprises qui viennent faire un événement, échanger, faire une réunion ou un séminaire, et un autre jour à des familles, des couples, des individuels qui vont venir dormir, partager un moment de convivialité, voire un moment de festif avec d'autres autres. Donc vraiment pour nous, l'abbaye des Vaux-de-Cernay, c'est pour nous une des plus belles rénovations actuelles. On espère que ça sera un des plus beaux lieux d'hospitality en France. Et d'ailleurs, on a la chance de le faire avec le groupe Paris Society, donc qui est leader dans la restauration festive à Paris. Et donc, on vous invitera à le découvrir à partir de septembre. Vous parliez de différents types de clientèle, mais donc ça veut dire aussi qu'on a différents types de produits à leur proposer, avec différentes échelles de prix aussi. Tout à fait. Au sein de l'abbaye, on a fait le choix de développer 3 gammes de chambres. Et l'idée, encore une fois, c'est de permettre à toute typologie de personnes d'avoir accès au lieu. Et donc, on va mélanger des clientèles très différentes qui auront plaisir, en fait, à se retrouver dans les lieux communs. Donc, soit dans les activités, soit dans la restauration, soit dans les moments festifs le soir. Et c'est aussi ça qui crée la magie d'un lieu et le côté intéressant. Et un lieu exploité à 100% de son temps. 100% du temps, exactement. Au cœur de votre stratégie se trouve aussi l'idée selon laquelle la valeur de l'immobilier dépend aussi de son exploitation. Alors avec un nouveau produit, c'est une nouvelle solution d'investissement basée sur l'usage. Est-ce que selon vous, désormais, un investissement, pour être pérenne ou moins risqué, doit porter sur les murs ainsi que sur l'exploitation de ces murs obligatoirement ? Alors, oui et non. Oui. Je dirais plutôt non quand même, de manière générale, parce que chaque typologie d'actifs a ses particularités. Et si demain vous achetez un bâtiment de logistique, vous n'avez pas envie de rentrer dans la gestion des cartons ou la gestion des flux. Donc pas d'extrémisme en matière. Non, tout à fait. En revanche, c'est une part de plus en plus importante de l'investissement et il y a certaines typologies d'actifs qui s'y prêtent plus que d'autres. Nous, on pense que tout ce qui est l'immobilier d'hospitality, donc l'hôtellerie, le coworking, le co-living, sont des classes d'actifs qui se prêtent, dans certains cas, à un investissement mûr et exploitation. L'idée étant d'être accompagné dans l'exploitation de ces lieux par des opérateurs qui les managent. Oui. Donc, si on prend un exemple hôtelier, Accor par exemple, ou un IWG sur le secteur du coworking. Et nous, on réalise l'investissement sur les murs et sur l'exploitation, ce qui nous permet à la fin de bénéficier de la création de valeur liée à l'exploitation. Donc, vous avez un rendement mur plus un rendement exploitation. Vous parliez d'hôtellerie, mais c'est quand même une hôtellerie particulière aussi. Alors, c'est toujours un sujet de conviction que vous évoquez en amont. Nous, on a une conviction sur l'hôtellerie conviviale, l'hôtellerie de partage, l'auberge, entre guillemets, nouvelle génération. Donc, on est plutôt enclin à investir sur des sujets dits lifestyle, donc des lieux où les résidents du quartier vont boire un verre, manger et peut-être faire la fête. Et d'autres populations se mixent, donc les touristes, le corporate ou autres, pour venir dormir, manger et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt sur l'investissement dans des lieux ouverts vers l'extérieur. Oui, vous parliez d'auberge. Vous êtes d'ailleurs en train de travailler sur une auberge étudiante magnifique à Rome, qui d'ailleurs ne ressemble pas trop à une auberge d'étudiants. Tout à fait. C'est la seconde vie d'un immeuble. C'est un ancien palais qui a été exploité pendant quelques années par un hôtelier dans un format très classique. Oui. Aujourd'hui, on le convertit en Joe & Joe, auberge de jeunesse, et on ouvre début août. Qui sont les investisseurs intéressés par ce nouveau type de produit ? Alors déjà, dans le monde de l'investissement, ce qui a très fortement changé, vous l'évoquiez en amont, jusqu'à présent, il y avait des typologies phares, et donc majoritairement, l'investissement professionnel se faisait à travers la classe d'actifs bureaux. Forcément, avec ce qui s'est passé avec le Covid, le télétravail ou autre, il y a eu une remise en question de ce modèle et de cet investissement monothématique, et donc les investisseurs ont souhaité aller sur d'autres typologies d'investissement. Sur le sujet d'usage, tout type d'investisseurs vont s'y intéresser. Les investisseurs institutionnels étrangers s'y intéressent déjà et sont très présents, notamment dans les pays anglo-saxons. Et aujourd'hui, nous, on pense que les investisseurs privés qui ont une certaine connaissance de la matière immobilière ont envie d'investir dans cette typologie, donc mur plus exploitation. Vous parlez des anglo-saxons. Est-ce qu'il faut évangéliser un petit peu les investisseurs français ? Alors, on a une particularité dans le monde immobilier français, c'est le bail commercial, issu du Code civil et qui a quand même plusieurs décades derrière lui. Donc oui, il y a un travail d'évangélisation, il y a un travail quelque part de pionnier, notamment dans un marché qui est régi par les expertises immobilières. Et donc il y a beaucoup d'échanges, il y en a en permanence qui sont en cours pour voir comment on peut impacter positivement les valorisations de ces actifs. Alors la fiscalité, en revanche, ça parle toujours aux investisseurs français. Est-ce que ce type de produit, c'est intéressant fiscalement parlant ?
Alors, tout dépend de son horizon d'investissement. Ce ne sont pas des produits fiscaux à proprement parler, mais c'est effectivement des produits... Il doit y avoir des avantages. Alors, il y a un avantage sur une détention moyen terme, effectivement, qui est à la fois un produit qui est hors IFI, et ensuite un produit qui, à un moment donné, vous permet de bénéficier de la flat tax. On va passer aux critères environnementaux. J'aimerais savoir s'ils viennent désormais en ligne de compte chez les investisseurs professionnels. Je parle des critères ESG, de la lutte contre l'obsolescence des bâtiments, de la réhabilitation urbaine. Est-ce que tout ça devient important pour les investisseurs, mais surtout, est-ce que ça devient important pour eux au même niveau d'exigence que celui des utilisateurs et des clients ? Alors, je pourrais vous faire deux réponses. Une réponse faites les deux. Très corporate. Oui, bien sûr, c'est au centre des préoccupations. Et peut-être une réponse un peu plus transparente et réaliste. C'est la réglementation qui nous force à le mettre au cœur de nos préoccupations. Et après, c'est adressé de manière plus ou moins pointue et sincère par l'ensemble des acteurs de la place. Concrètement, c'est certain qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure. Il n'y a pas un comité d'investissement sans qu'on donne une note ISR à nos actifs. Et dans les notes ISR, il n'y a pas que le green, il y a l'impact social, l'impact sur la gouvernance également. Donc, il y a des nouveaux sujets qui rentrent en compte. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est challengé aussi effectivement par l'investisseur final, par le locataire qui nous met de plus en plus des conditions dans le bail. Et donc, je pense qu'effectivement, on est dans une période vertueuse sur ces sujets et ça devient la préoccupation de l'ensemble des acteurs. Je vais vous poser une question un peu plus personnelle, puisque tout à l'heure, on a parlé d'investissement hôtelier nouvelle génération, de co-living, de coworking. Moi, j'aimerais savoir quel est le projet qui vous tient le plus à cœur ou celui qui a nécessité le plus d'implication pour vous et pourquoi ? Alors, je ne sais pas si... Et on peut donner des exemples aussi. Ouais, alors, en fait, nous, on a une stratégie qui est une stratégie de niche. Donc, la vocation de Keys, c'est de rester un acteur qui travaille ses actifs immobiliers. Donc, on a un affect et une vision pour chaque actif. Forcément, il y en a qui sortent du lot. Je pense que le sujet le plus important pour nous, ça a été probablement la LX Factory, qui est la rénovation d'une friche industrielle où il y avait des manufactures pour imprimer des journaux et dans lequel on a réussi à faire un lieu de vie qui a été occupé à la fois par des restaurateurs, par des artisans, par des utilisateurs bureaux et ainsi de suite, et qui est devenu un lieu d'utilité publique reconnu par la mairie de Lisbonne et le 4e site le plus visité de Lisbonne. Donc c'est sûr que pour nous, en termes d'impact, ça a été très important et ça nous a permis aussi d'écrire la suite de nos convictions pour les années à venir. On parle d'action sur les quartiers, je crois que ça c'est très très important pour vous. On peut parler d'autres projets de reconversion de friches, par exemple celle de la Halle G1 à l'île Fives-Caille. Tout à fait, la Halle G1 à Fives, à l'origine c'est un quartier où on fabrique les voies ferrées. Donc c'est un quartier industriel, c'est un quartier qui est à proximité des voies ferrées d'ailleurs aujourd'hui, donc dans lequel vous passez quand vous allez arriver à la gare à Lille. Et c'est un quartier qui a été, entre guillemets, abandonné pendant de nombreuses années. Nous, on a fait le choix de rénover cette halle, donc dans laquelle on fabriquait encore une fois les voies ferrées, de lui donner une nouvelle identité, tout en conservant son architecture. Encore une fois, c'est très important qu'en tant qu'investisseur, on ait un respect de l'architecture et qu'on valorise ce sujet, parce que c'est un élément de culture important pour la ville et c'est un élément d'adhésion des résidents qui est très fort. Et dans l'usage, on est allé apporter des choses très différentes, avec un mur d'escalade, un bar convivial où vous avez un brasseur qui vous brasse toutes les bières de l'île, une production de houblon sur le bâtiment, une production agricole. Donc c'est vraiment l'idée de remettre un phare, un élément fort d'identification pour son quartier. Et autour de cet élément va se reconstruire le quartier avec une offre résidentielle, bureau, industriel, ainsi de suite. Donc très mix. Donc pour nous, effectivement, c'est des projets, celui en l'occurrence qui n'est pas d'une taille importante, mais qui a fédéré les équipes chez Keys et c'est dans lequel on a mis beaucoup d'énergie. En somme, c'est l'investisseur immobilier qui a un poids et une action forte sur les quartiers et qui permet de leur redonner vie. Alors, on n'est pas seul, et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on s'associe avec les exploitants, parce qu'ils y contribuent énormément, mais c'est vrai que nous, on est investisseurs long terme, et donc quelque part, on est les garants du bon fonctionnement de nos actifs et de l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur les quartiers. Donc, c'est certain que dans la chaîne de responsabilité, on joue un rôle important. Et cohérent avec votre exigence de qualité environnementale des projets aussi. Tout à fait. Un grand merci Pierre Mattei. Merci beaucoup.